Il y a une quinzaine d'années, Jacques Ferrier, architecte, aujourd'hui installé à Paris, a passé 2 ans au sein du studio de l'architecte anglais Norman Foster à Londres. Dès le départ, Londres s'organise autour de 2 centres. C'est assez curieux. C'est-à-dire qu'il y a la ville marchande de la City qui se met à un endroit et le pouvoir, le roi, qui se met ailleurs. C'est à Westminster. Et donc, cette ville n'est pas fondée autour d'un cœur historique, mais elle est d'emblée fondée autour de 2 noyaux comme ça. Londres se crée en quelque sorte comme un organisme vivant cellulaire, c'est-à-dire que quand Londres se lotit, à partir du XVIIIe siècle au XIXe siècle, on associe des unités, les unes avec les autres, et toujours au centre, on prend soin, de façon générale, de garder le fameux square qui donne un paysage, un jardin pour le quartier. Et donc, la ville se constitue non pas comme un ensemble ordonné, beau à voir au premier regard, mais comme une succession d'espaces presque Au domestiques. centre de Londres, à 2 pas du British Museum, Jacques Ferrier nous ouvre le square de Bedford. Il y a la clé qui est le privilège des habitants du square. Et donc on a cette chose qui nous paraît, nous Français, un tout petit peu étrange, parce que c'est à la fois public mais c'est à la fois privé, puisque les voisins peuvent l'utiliser mais c'est fermé à clé. Mais en même temps, ce qui est très agréable, c'est que même si vous n'entrez pas sur le square, et c'est ce qui fait partie de ce charme très londonien, au travers des grilles, on voit l'espace vert, on voit les arbres qui dépassent. C'est une sorte de jardin privé qui reproduit la maison et son jardin, mais à l'échelle urbaine, à l'échelle d'un quartier. Alors, ces façades, elles sont très anglaises, parce qu'en fait, elles sont lisses. On a très peu de relief et on a des fenêtres qui sont des fenêtres qui s'ouvrent à guillotine, sash window. C'est-à-dire qu'en fait, on a le panneau, la moitié basse de la fenêtre, qui glisse verticalement vers le haut, avec une petite corde comme ça, et qui permet d'ouvrir sur l'extérieur. Ce qui montre que chaque culture invente sa fenêtre, puisqu'on a la fenêtre à la française, dont les 2 battants ouvrent vers l'intérieur. On a la fenêtre à l'italienne qui ouvre à l'extérieur. Et là, on a cette fenêtre très lumineuse, très verticale, parce que quand on est vertical, on va chercher plus de lumière vers le ciel et la lumière entre plus profondément dans la pièce. La ville du continent, disons, si je pense à la France, à l'Italie, la ville du continent est finalement, même pour le logement, même pour les quartiers résidentiels, une ville monumentale, une ville où le paraître compte énormément, alors qu'à Londres, ce qui me touche, ce qui me plaît beaucoup, ce qui rend cette ville très habitable en quelque sorte, c'est qu'on est à l'opposé de ça. On est quand même dans le cœur de cette métropole et on a des bâtiments qui ont une échelle tout à fait raisonnable. Rez-de-chaussée plus 2 étages, dans une ville où la densité foncière est extrême, mais qui a su préserver ces rapports très humains, qui fait que c'est une ville où on se sent très vite bien et on n'est pas écrasé par l'architecture.
nord-est de Londres, la gare de Paddington est, avec Waterloo, une des grandes gares de la capitale britannique. Paddington n'a pas de façade monumentale, ni d'ornement habituellement propre aux gares du XIXe siècle. Les gares, en fait, ce sont les monuments de la technique, hein, ce sont les monuments du transport, ce sont les premiers bâtiments où se superpose à l'architecture le flux incessant à la fois des gens qui passent, mais aussi de cette nouveauté qu'est le train. Et les locomotives, il faut imaginer les locomotives à vapeur qui entraient dans cette grande halle avec les panaches de fumée. Et donc, c'est un objet purement technique qui est conçu de façon efficace, rationnelle, mais en même temps, quelque part, on le voit dans les voûtes, dans les arcades, c'est aussi un bâtiment qui n'est pas sans rapport avec ce que pourrait être une cathédrale. Donc c'est vraiment la cathédrale du XIXe siècle, la nef centrale faisant très exactement 100 pieds de portée, c'est-à-dire un peu plus de 30 mètres. C'est le bureau du chef de gare, qui était comme ça dès l'origine. Et il est traité par un bow window, cette fenêtre qui s'avance comme ça au-delà de la façade, dans un style italien. On pourrait même se croire à Venise. En fait, dans cette gare se superpose à la fois l'art de l'ingénieur, dans sa simplicité, voire même dans sa violence, mais aussi la nostalgie de l'architecture qui est présente par une sorte de décoration qu'on retrouve donc dans ces fenêtres, qu'on retrouve dans les arcades et les motifs au-dessus des portes, mais qu'on retrouve aussi dans la structure même, puisqu'on voit que les chapiteaux de métal sont traités comme des colonnes un peu classiques. Elles se déforment pour avoir une ornementation. Et ce qui, moi, me plaît particulièrement, que je trouve très beau, ce sont les entrelacs de métal qui sont faits avec des fers plats qui sont traités dans un style végétal, qui orne la belle verrière au fond de chaque nef de la gare. L'ingénieur prend le pouvoir. On est pour la première fois face à une technique qui fabrique la ville et non plus l'embellissement, le monument traditionnel qui était soit dédié à Dieu, les églises, soit aux princes, les châteaux, les palais. Là, l'ingénieur marque la ville, disons, de son triomphe et de sa foi dans le progrès. Lorsqu'il travaillait à Londres, Jacques Ferrier venait souvent se promener, ici, sur les docks Sainte-Catherine. Londres est une ville portuaire et avait une importante partie de sa superficie qui était consacrée aux docks et au commerce, parce que c'est une grande ville commerçante. Donc là, on est dans le début des Docklands, la partie la plus proche de la City, de la Tower. On aperçoit Tower Bridge qui franchit la Tamise un tout petit peu en amont de là où nous sommes. Et tous les bassins des docks, ou presque tous, ont été transformés à partir des années 80 en logement, mais aussi en opération de bureau. La transformation de cette partie, de la partie des docks, est à la fois inévitable, puisque on a envie de vivre auprès de l'eau, on a envie d'utiliser ces terrains qui bloquaient, en plus, qui faisaient écran entre la ville
et la Tamise. Donc c'est une opération qui était inévitable. Ce qu'on peut regretter peut-être, c'est que l'architecture hésite un tout petit peu entre un vrai geste contemporain et l'évocation des formes anciennes. On se retrouve avec une architecture un peu moyenne, un peu médiocre, qui à mon avis n'arrive ni à créer une ville, ni à restituer l'atmosphère qui était celle avant de cet endroit. S'il s'agit de vivre sur l'eau et de faire des logements contemporains, on peut faire des logements très largement vitrés qui s'ouvrent sur le bassin face au paysage, au grand paysage lointain de Tower et de Tower Bridge. Je trouve que ça aurait été une position peut-être plus radicale, mais certainement plus intéressante pour faire une ville d'aujourd'hui. Puisqu'ici, il y a un des bâtiments d'origine qui a été conservé. Donc un des bâtiments de Thomas Telford, l'ingénieur qui a construit les docks de Sainte-Catherine au XIXe siècle. Et on voit ce qui fabrique finalement l'architecture londonienne, qu'elle soit de prestige ou qu'elle soit utilitaire. La brique, la fonte. J'aime beaucoup la sensualité de ces chapiteaux. Il se crée une tension très belle avec cet arc au-dessus. Moi, je trouve ces bâtiments très beaux. Une fois de plus, il faut se dire que c'était des docks. C'est-à-dire, ce sont des entrepôts. Aujourd'hui, ça serait traité avec une boîte en tôle. Donc là, il y a un peu aussi la nostalgie de cette époque où on construisait avec autant de soin des bâtiments utiles. Selon Jacques Ferrier, Londres est une ville hémiplégique. C'est au nord de la Tamise que la ville s'est développée. Pendant longtemps, un seul pont reliait cette partie de la capitale au sud, et c'est au sud du fleuve, justement, que les usines ont été principalement installées. Certains bâtiments industriels, comme celui-ci, ont été reconvertis. Dans cet espace se produisent maintenant des artistes comme Bruce Nauman, l'auteur de cette installation sonore. Là, on est dans une cathédrale de l'industrie. C'est une nef d'une proportion incroyable, qui est la centrale électrique de Bankside. Et cet espace gigantesque, en fait, je crois que seule l'industrie pouvait le produire. On a cette grande hauteur, cette lumière zénithale qui convient parfaitement à un musée, mais qui à l'origine était l'éclairage fonctionnel de cette salle des turbines et qui a été transformée donc en un grand centre d'art contemporain, la Tate Modern. En fait, de l'extérieur, cette usine est une énorme masse de briques. Et à l'intérieur, on découvre l'architecture métallique. Alors pour moi, ce bâtiment correspond à ce que j'appelle l'architecture utile, c'est-à-dire une architecture qui, en étant conçue autour d'une fonction, est capable cependant de la dépasser et d'être recyclée en toute autre chose. Donc imaginez
qu'un bâtiment aussi technique qu'une centrale de turbine, conçue certes par un architecte, mais dans le strict respect des exigences des ingénieurs et des dimensions des grandes turbines qu'il fallait installer à l'intérieur, puisse un jour devenir un musée d'art contemporain qui est, je crois, un des plus visités au monde, c'est quelque chose qui est vraiment une leçon pour l'architecte, d'essayer de faire des bâtiments qui ne s'encombrent pas de trop d'architecture, mais qui laissent ouverte tout un tas de possibilités. Not waiting, standing or left standing. His preciseness and acuity left small cuts on the tips of my fingers. O verdadeiro artista é uma assombrosa fonte. O verdadeiro artista Regent Street part du square de Piccadilly et monte vers Regent's Park. Son cours n'est pas une belle droite, comme les aiment les architectes, mais sinueux, car il a fallu contourner, et non pas démolir, les diverses propriétés qui se trouvaient alors sur le tracé. Regent's Park se situe ici. C'est un des très beaux parcs de Londres et un des derniers grands parcs. C'est après Hyde Park, après St. James Park. Et il est l'œuvre du régent, George, d'où le nom, et d'un architecte qui a bien marqué Londres, qui est John Nash. De la même façon que la ville est faite pour être habitée, les parcs ils sont faits pour faire du sport, pour courir, pour se promener, pour pique-niquer, tout ce qui est souvent interdit ailleurs. Regent's Park, il a, comme tous les parcs anglais, il a cette qualité, c'est que c'est un parc qui est fait pour être utilisé. On est toujours dans le même registre dans cette ville. Et là, nous sommes tout contre le parc, sur ces très belles allées qui le longent, Cumberland Terrace. Et on arrive là à cette architecture de John Nash qui surplombe légèrement le parc. Évidemment, un emplacement de rêve, un emplacement idéal. Et l'architecture néoclassique qu'il affectionnait particulièrement, peut-être un peu stricte, un peu rigide, mais qui est très adoucie par la présence des arbres et par les vues qu'on imagine sur le parc. Donc ce sont des appartements du tout début du 19e siècle, on est autour de 1800, mais c'est aussi une image de Londres. Bon, je pense que quand on habite là, on est bien, on est très bien. C'est la version luxueuse de la ville. L'architecture anglaise est fascinée par l'architecture italienne. Mais ce qui est curieux, c'est qu'elle est fascinée de loin. C'est-à-dire qu'elle n'a pas recopié strictement l'architecture italienne, elle en a pris les éléments, mais avec une certaine fantaisie. Et par exemple, ici, on peut voir sur cette colonnade des urnes, mais qui n'ont pas vraiment la bonne échelle. De la même façon que sur le triangle qui est le fronton, on rajoute une série de sculptures, ce qui ne se ferait pas du tout vraiment dans l'architecture classique. Et on pourrait trouver comme ça une série d'erreurs, en quelque sorte, de contre-emploi du vocabulaire classique, qui est un peu utilisé comme une image, sans respecter strictement les règles, mais du coup ça devient le style anglais.
Extrême est de Londres, Brick Lane. Jacques Ferrier revient dans ce quartier qui lui est familier. Là, j'ai presque envie de dire que je suis dans mon quartier, puisque c'est là où j'habitais quand j'étais à Londres. Et en fait, c'est un quartier où je m'aperçois, je trouve les thèmes qui me sont toujours chers aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois quartier très, très vivant, très plein de surprises, parce que c'est à la fois des maisons, mais c'est aussi un vieux marché actif, encore le marché de Spitalfields qui est au bout de la rue, des cheminées d'usines qui dépassent ça et là des toitures des maisons. Donc un quartier de mixité, une ville pleine d'activités. Et ça, c'est un paysage où je me retrouve. Ce bâtiment en forme de cigare est l'œuvre de l'architecte anglais Norman Foster. Quand j'habitais Londres, on m'avait consulté, comme tous les habitants du quartier, sur le design du nouveau lampadaire qui allait éclairer ma rue. Donc je vois qu'ici, à Brick Lane, on a dû consulter les riverains et on découvre un luminaire assez surprenant, orientalisant, mais ce qui montre qu'on peut aussi impliquer les habitants dans les choix d'urbanisme et dans les choix d'équipement urbain de la cité. Ça, c'est vraiment très anglais. Ce rapport direct, comme ça, entre le citoyen et des décisions de la communauté. Là, on est dans un endroit un peu déglingué de la ville, un endroit un peu de chaos. Il y a la voie ferrée, le métro qui passe là. Mais en fait, personnellement, moi, c'est un des endroits en tant qu'architecte où j'aimerais bien intervenir. Mais alors, non pas pour tout changer, mais au contraire, pour essayer de montrer que l'on peut là ajouter quelque chose, mais garder ce qui, ici, a quand même une certaine qualité. Ce que, personnellement, je ferais, ça serait une sorte de collage qui fait que le nouveau bâtiment ne dissimulerait pas et ne casserait pas cette structure existante qui en deviendrait un peu le paysage, le fondement, qu'au contraire, elle la mettrait en valeur. Londres, je trouve que des grandes villes que j'ai pu visiter, c'est celle où il y a le mélange de bâtiments qui sont des bâtiments très écrits, comme on pourrait les qualifier comme ça, c'est-à-dire avec des décorations, des façades moulurées, mais en même temps, partout dans la ville, des bâtiments qui appartiennent un peu à ces bâtiments que je photographie inlassablement et qui m'inspirent.